bonsoir, chers membres du syndicat de Champlain. Très heureux que vous soyez avec nous ce soir. Alors, en fait, ce direct, ça se veut donc l'opération qui va lancer la prochaine négociation, qu'on appellera la négociation 2023. L'opération convention collective s'est terminée à l'automne, pour une durée de 3 ans. Le contrat de travail que l'on vit actuellement se termine le 31 mars 2023. Donc, c'est à nos portes. Et le contexte législatif, je vous le rappelle, je l'ai dit dans mon éditorial, dans l'édito du président en vidéo aussi. Alors, le contexte législatif, lui, nous oblige à déposer nos demandes au plus tard le 1er novembre 2022. Donc, demain matin presque. Cette consultation-là se réalisera en 2 étapes. Donc, première étape, c'est évidemment celle qu'on démarre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la consultation sectorielle enseignante. Alors, c'est ce qu'on va faire et qu'on va entamer aujourd'hui. Il y aura une seconde étape qui, elle, va être déportée un peu dans le temps. Probablement, là, si on se fie à ce qui se présente devant nous en septembre prochain, mais on vous le confirmera bientôt. Alors, c'est ce qu'on appelle la consultation intersectorielle. Alors, la consultation intersectorielle, elle, c'est les enjeux qui touchent l'ensemble de la fonction publique. Avant d'aller sur la consultation sectorielle enseignante, je veux faire un petit retour en arrière. Donc, si on se rappelle, en janvier dernier, nous étions à l'époque à travailler le bilan de la dernière négociation. Et dans le cadre de cette opération-là, nous avions mis en place un sondage en ligne que vous aviez été invité à compléter. Et dans les différentes questions qui vous étaient posées pour faire ce fameux bilan-là, on se projetait aussi dans l'avenir et on vous posait la question sur l'éventualité de mettre en place un front commun dans la prochaine négociation. Ben, qu'en est-il? Parce qu'évidemment, le mandat avait été clair. À Champlain, là, plus de 97% de nos membres qui ont participé au sondage à cet effet-là nous ont signifié qu'ils avaient un intérêt à ce qu'on travaille à développer ce fameux front commun pour la prochaine période de négociation, en notant qu'évidemment, les objectifs et les orientations du front commun nous ressemblent. Alors, qu'en est-il? Ben, au moment où je vous parle, en fait, vendredi dernier, on a donné le mandat, évidemment, à nos représentants à la Centrale des syndicats du Québec, à la CSQ, d'aller effectivement là, tenter d'avoir un fameux front commun avec les trois grandes centrales syndicales, la CSN, la FTQ, la CSQ. Au moment où je vous parle, je peux pas aller plus loin et vous comprendrez que c'est en discussion et on vous reviendra très, très rapidement puisqu'il y avait un échéancier là, qui est dans les jours à venir là, où on devrait avoir une idée de ce qu'il y en est exactement au final de cette option-là. Malheureusement, la FAE a fermé la porte à cette option-là pour la prochaine négociation. Et on vous tiendra au courant de l'éventualité où il y aurait ou non un front commun dans les jours à venir. Retournons à la consultation sectorielle maintenant, le cœur de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une très, très vaste consultation en ligne. Une opération nationale où on va convier tous les syndicats affiliés à la FSE, à la Fédération des syndicats de l'enseignement, membres de la CSQ, à compléter cette opération-là. Donc, cette fameuse opération, c'est quoi son objectif? C'est de déterminer les grandes valeurs, les grandes orientations, les grandes priorités que les enseignantes et les enseignants du Québec veulent mettre de l'avant dans le cadre de la négociation de notre prochain contrat de travail. Donc, l'ensemble des enseignantes et des enseignants vont être appelés à répondre au même questionnaire en ligne que nous allons vous proposer. Mais on veut avoir, quand je dis tout le temps, la fine lecture de la réalité du terrain et cette opération en ligne-là va nous permettre de pouvoir dégager les grandes orientations. Consultation qui va se construire en 3 étapes, je vais dire comme ça rapidement. D'abord, d'abord les enjeux centraux. Alors, les premiers enjeux centraux, il y en a 2. Je parle, bien entendu, de la lourdeur de la tâche enseignante et je parle de la composition de la classe. Donc ça y va pour les enjeux centraux. De l'autre côté, dans un deuxième temps, il y a les enjeux périphériques sur lesquels on veut vous entendre. Dans les enjeux périphériques, il y a entre autres la rémunération. On la parle d'enjeux périphériques essentiellement, rappelons-nous que parce que dans la dernière convention collective, il y a eu un rattrapage important qui a été mis en place. Donc, évidemment, on le met de façon périphérique, mais il reste une variable qu'on n'avait pas à ce moment-là et qui est présente aujourd'hui, la fameuse inflation. Donc, est-ce qu'on devrait avoir des éléments au regard de la rémunération qu'on devrait tout de même mettre de l'avant dans le contexte actuel? Dans les autres enjeux périphériques, les assurances collectives, on se rappelle que nous, là, il n'y a aucune part d'employeur, donc on se paye nos assurances collectives d'un bout à l'autre. Est-ce que ça devrait faire partie des éléments qu'on devrait considérer?
Le temps supplémentaire qui n'est pas encadré ou très peu à tout le moins dans la convention collective enseignante, ne serait-ce qu'une disposition sur le temps de la tâche éducative, mais au-delà de ça, il devrait-il y avoir des mécanismes différents? Bon, la pandémie nous a amené des réalités aussi nouvelles. On parle de l'enseignement à distance. Est-ce qu'on devrait baliser, interdire, favoriser? Le télétravail, est-ce qu'on devrait élargir sa portée? On est en période de pénurie, donc des enjeux d'attraction-rétention pour le personnel en place. Évidemment, la tâche et la composition de la classe viendraient certainement aider, mais en termes de valorisation puis d'éléments qui pourraient favoriser l'attraction des nouveaux enseignants et la rétention de ceux qui ont tendance à quitter plus tôt, compte tenu de tout ça, est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait considérer dans la prochaine négociation? L'insertion professionnelle, par exemple, le mentorat, on pourrait aller peut-être plus loin là-dessus. La réduction de la surveillance. La surveillance, c'est quelque chose qu'on a déjà obtenu dans la dernière négociation, mais effectivement, et d'ailleurs, la question nous a été posée là, préalablement sur Facebook. Est-ce qu'il y a assez de poigne dans ce qu'on a mis dans la convention collective? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des éléments plus contraignants pour forcer? Parce que c'est très à géométrie variable actuellement, là, cet élément-là, dans les milieux. Évidemment, la réalité des élèves allophones aussi, c'est un élément qui est de plus en plus présent. Dans une de nos sections, Marie-Victorin, c'est très présent, bien, ça devient de plus en plus présent ailleurs aussi. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à des façons de faire, de nouvelles approches à cet égard-là? Le dernier bloc, on veut venir cibler la réalité de certains enseignants en particulier, parce que ce que j'ai nommé depuis le début de ce qui vous allez être questionné concerne essentiellement tous les enseignantes et tous les enseignants. Alors qu'il y a des réalités qui peuvent être différentes dans certains corps d'enseignants, comme par exemple les spécialistes au primaire, qui ont plusieurs groupes, plusieurs niveaux, plusieurs préparations. Est-ce qu'on ne devrait pas évaluer certains aménagements dans l'organisation de leur travail pour en tenir compte, par exemple? Les enseignants à l'éducation des adultes, les enseignants à la formation professionnelle, précarité d'emploi, difficulté d'accès à la permanence, pas beaucoup de services aux élèves qui sont en difficulté parce qu'on sait qu'on dit que les enfants sont presque guéris, rendus adultes dans ces secteurs-là, alors que c'est tout à fait faux. Donc, j'ai parlé de précarité, de déclencheurs de contrats qui sont pas suffisamment généreux. Bref, il y a plein d'éléments qui pourraient être mis en compte pour améliorer la réalité, les ratios qui n'existent pas à l'éducation des adultes. Donc, ça fait partie des éléments qu'on veut vous questionner. On veut savoir, est-ce qu'il y a des priorités à mettre en place là-dessus? Champ 1, orthopédagogie. Donc, effectivement, des classes spécialisées, il y a beaucoup d'enjeux. On veut vous entendre. Les ratios, est-ce qu'on devrait les revoir? Les services pour ces enfants-là, les services dans les classes spécialisées. Vous savez, il y a des mécanismes dans la convention avec lesquels les employeurs jonglent pour réduire la quantité de services. Est-ce qu'on devrait les revoir par rapport à tout ça? Le préscolaire, l'autre catégorie d'enseignants. Vous savez, les enfants qui arrivent au préscolaire arrivent du secteur de la petite enfance. Souvent, ils ont des évaluations, certains ont même des diagnostics, ont même accès à des services qu'ils perdent rendus dans les classes au préscolaire. Il y a un arrimage à faire. Est-ce qu'on devrait regarder ça? Revoir la tâche au préscolaire aussi, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de temps en présence élève, peu de temps pour autre chose. Bref, il y a plein d'éléments sur lesquels on veut vous entendre, on veut connaître votre point de vue. Bref, ça fait le tour des enjeux sur lesquels on veut vous entendre. Et évidemment, il y aura la fameuse question ouverte à la toute fin du sondage, parce que c'est pas un sondage, là, le formulaire de consultation. On veut savoir si on en a échappé. Et puis évidemment, on va prendre tout ça aussi et on va emmener ça au plan national. Notre plateforme maintenant qui va nous servir, c'est la plateforme auquel vous avez été habitués. Bien, elle va être ouverte à partir de 19h30 aujourd'hui et elle va continuer d'être disponible jusqu'au 11 avril midi. Vous avez besoin de vos codes perso, vos codes personnalisés qui se retrouvent où? Qui se retrouvent sur votre carte de membre. Si vous l'avez égaré, vous avez aussi, par l'opération carte de membre électronique, reçu une nouvelle carte en ligne à l'automne sur lesquelles apparaissent aussi ces fameux codes. Et si ni l'un ni l'autre, vous ne les avez en votre possession, ben je vous invite à communiquer avec Annie Gauthier ou Sandra Boudreau. Les adresses courriels vont apparaître à l'écran pour que vous soyez en mesure de faire une demande pour obtenir, évidemment, la signature électronique de votre nouvelle carte de membre. Et quelques jours plus tard, vous allez recevoir effectivement les mots de passe et vos codes d'utilisateurs pour pouvoir participer à l'exercice de consultation. Donc, c'est important cette opération-là. Faites-le évidemment le plus rapidement possible. Évidemment, si vous êtes nombreux à le faire, je vous demande une certaine indulgence. Nos deux collègues, là, Sandra et Annie, risquent d'être très sollicités par cette opération-là. Donc, ça pourrait prendre